Bonjour à tous, bienvenue. Donc bienvenue à ceux qui nous regardent à travers l'écran via le Twitch, parce que vous savez, donc les Interférences, c'est retransmis en live sur Twitch, à la chaîne Twitch Saisie, mais également à l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui. Aujourd'hui, donc nous sommes dans l'amphithéâtre Einstein de Nanterre, du campus Camp Saisie de Nanterre. Et bienvenue à vous tous. Nous avons un public varié avec des apprenants, des candidats, mais également des professionnels du domaine que l'on va aborder aujourd'hui. Je prends quelques minutes pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ce cycle de conférences de table ronde Interférences qui se déroule depuis novembre dans nos locaux chaque mois et qui aborde donc des sujets variés, comme vous pouvez le voir, qui correspondent à l'ensemble de nos formations sur le centre Saisie de Nanterre. Donc deux thématiques qui étaient liées plus à l'industrie, de BTP, de systèmes d'information et aujourd'hui de la RH ressources humaines qui est un sujet évidemment transverse à chaque entreprise, chaque secteur. Tout le monde est concerné en tant que salarié ou citoyen. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder la thématique RH 2035. Innover pour une formation RH augmentée. Je vais laisser la parole après à Madame Bourjade qui sera plus à même d'aborder le sujet. Cependant, je vous précise pour tout ce qui est questions. Si vous avez des questions, que ce soit dans la salle ou à travers l'écran, vous n'hésitez pas. Vous allez avoir un temps d'échange de 19h15 à 19h30 pour avoir des interrogations face à ce sujet qui va être abordé, pouvoir communiquer avec les intervenants. Si vous nous suivez sur Twitch, vous envoyez vos questions, une collègue prendra vos questions et nous relayerons l'information. Si vous êtes dans la salle, vous levez la main bien haut que je vous apporte un micro, puisque tout passe par le micro aujourd'hui. Et donc, c'est l'intérêt de pouvoir poser vos questions et que les réponses soient apportées à l'ensemble de nos participants. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et laisser la parole donc à Estelle. Je t'en prie. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Sa première fois sur Interférences, donc merci à toi d'introduire ce sujet, cette thématique, et après d'animer aussi la table ronde avec nos 3 intervenants du jour. Merci Estelle. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis ravie de vous voir moi aussi nombreux ce soir. Ça me fait plaisir de voir autant de personnes réunies pour réfléchir ensemble à l'avenir de la fonction RH, puis de rendre honneur à nos 3 invités. Je vais prendre rapidement le temps de me présenter. Donc j'ai rejoint le Saisie il y a 2 ans en qualité d'enseignante responsable pédagogique au sein de l'unité RH. Et donc sur le campus de Nanterre, je pilote le master professionnel manager des ressources humaines. Donc, nous avons choisi de traiter de la fonction RH avec une prospective à 10 ans. Donc, comment la fonction RH sera dans 10 ans. Et aujourd'hui, je vais faire une petite introduction pour vous expliquer pourquoi on a choisi ce sujet et pourquoi on a choisi tout d'abord de se projeter en 2035. Donc, l'idée, c'est, vous le savez, de se projeter en connaissant toutes les transitions, les transitions majeures que nous sommes en train de vivre, qui sont nombreuses, la transition écologique et climatique, la révolution numérique, la transition démographique aussi, la recomposition géopolitique que nous vivons, plus globalement la transformation du rapport au travail, et puis même au-delà, toutes les avancées scientifiques qui portent aussi leur lot de défis éthiques, juridiques et sociétaux. Et je vous propose ici une illustration que je trouve intéressante. Vous connaissez peut-être l'acronyme, le modèle VUCA, qui est un modèle qui a été en fait inventé par l'école de l'armée américaine, donc il y a longtemps. Et ce modèle a été repris par le monde des entreprises dans les années 1990. Cet acronyme VUCA signifie volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc, c'était pour permettre en fait aux entreprises de s'adapter en fait face à l'instabilité, de mieux préparer leur stratégie et donc de considérer tous ces éléments qui impactent en fait l'entreprise. Et récemment, en 2020, donc en pleine pandémie, il y a un essayiste américain qui a repris cet acronyme pour le transformer en BANI. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment et que je trouve intéressant. Donc, je vous le partage. Ça signifie fragile,
anxieux, non linéaire et incompréhensible. Et je trouve que c'est intéressant de regarder ce modèle aussi parce que l'idée de cet essayiste américain en 2020, c'était de mieux considérer peut-être les enjeux aussi humains, psychologiques et systémiques. Et ces deux modèles, qu'on prenne l'un ou l'autre, en fait, ils sont intéressants pour la fonction RH, pour réellement se positionner stratégiquement, pour prendre de la hauteur, oser se réinventer, et puis du coup se préparer dès à présent pour 2035 et même au-delà, et donc ne pas être simplement dans une réaction, mais aussi une anticipation des sujets. La question suivante, après la réponse au pourquoi 2035, c'est qu'innover aujourd'hui dans la fonction RH. C'est finalement pas si facile de définir ce sujet, ce concept. Ça prend beaucoup de place dans les médias RH. Je pense que vous entendez tous parler de ces sujets-là au quotidien. On nous dit que la data et l'IA vont révolutionner la fonction RH, vont permettre aux DRH de se positionner plus stratégiquement, que la fonction RH sera plus humaine grâce aux avancées technologiques, que la fonction RH aura le temps de se consacrer à des tâches à plus haute valeur ajoutée, se consacrer à des sujets de SQVT, donc santé, qualité de vie au travail, même de RSE, pardon. Et finalement, j'aimerais bien savoir de quoi on parle. Il n'y a pas réellement de définition académique du sujet de l'innovation RH. Néanmoins, je pense que c'est une réalité professionnelle et elle a été identifiée par Dave Ulrich, qui est un chercheur américain d'une université du Michigan, qui a été la personne à l'origine du tournant stratégique qui a pris la fonction RH en 1997. C'est grâce à cette personne en fait, qu'on a commencé à parler d'HR Business Partner dans les entreprises. En positionnant la fonction RH, en fait, elle a aligné entre le futur et le quotidien, la stratégie et le quotidien, et l'opérationnel, pardon, et puis les process et les hommes. Et donc là, vraiment, la fonction RH a commencé à devenir plus stratégique. Mais c'est qu'en 2012, lorsque Dave Ulrich a revu son modèle, qu'il a identifié le rôle d'intégrateur des innovations dans l'entreprise. Parce que son idée à ce moment-là, en raison de toutes les transformations qu'on vit dans notre société, évoquées précédemment, il est important que le RH apporte vraiment des choses dans l'écosystème RH, au-delà de l'interne, et qu'il puisse vraiment apporter des réponses, non seulement aux clients internes, mais aussi aux clients, aux investisseurs, et plus globalement à la société. Et donc, c'est à partir de cette définition on peut partir de cette définition de l'innovation RH. J'ai aussi, et donc d'ailleurs, pardon, je vais trop vite, ici une petite citation, la fonction RH ne se transforme pas, elle se réinvente. Donc c'est aussi une manière d'aborder le sujet. Et puis, pour compléter, des travaux de Michel Barabel, qui est pour le coup français, qui est maître de conférences, auteur, rédacteur en chef de médias RH, et qui traite beaucoup de sujets de management des RH, bien sûr, et puis d'innovation. Il a dit, donc la première citation ici, l'innovation RH ne se décrète pas, elle se construit. Donc à partir de réalités de l'entreprise. Donc là, ça nous permet, ça nous invite en fait à ne pas courir après l'innovation pour elle-même. Il dit même que les RH ne doivent pas être des fashion victims et tomber dans toutes les innovations. Et qu'en fait, c'est vraiment l'idée de construire des innovations RH contextuelles, cohérentes, concrètes, en fait, qui sont porteuses de sens et qui répondent non seulement aux besoins de l'entreprise, mais aussi aux aspirations des salariés. Il dit aussi, innover en RH, ce n'est pas tout changer, c'est mieux faire ce qui compte. Et là, il nous pousse en fait à nous interroger sur le type d'innovation. Toutes les innovations ne sont pas des innovations de rupture disruptive, elles sont finalement assez souvent incrémentales. Et innover, ce qu'il dit, c'est quand même que c'est prendre des risques. Et il faut faire attention quand on a RH parce qu'on n'a déjà pas toujours une très bonne réputation. Donc, il faut veiller à la durabilité de ces innovations, veiller à la crédibilité de ces propositions, se donner les moyens, donc avoir une réelle capacité à mener les transformations et ne pas s'arrêter à de simples grandes annonces dans l'entreprise. Donc, finalement, je pense que de toute façon, dans la salle, vous êtes tous capables
de nous proposer une définition de l'innovation RH. Vous aurez tous et toutes des définitions différentes et entendables. Donc, difficile de définir ce sujet. En tout cas, on en parlera ce soir. Je vous propose aussi quelques chiffres sur la réalité des RH aujourd'hui, parce que quand il a fallu que je commence à traiter de ce sujet, je me suis quand même rappelé de mon passé de RH qui était très opérationnel, et il n'y a pas très longtemps. Et j'ai donc utilisé le baromètre 2024, les RH au quotidien, qui a été réalisé par les éditions Tissot et Payfit. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu des éléments de ce baromètre? Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais j'ai retenu que 83% des RH utilisent aujourd'hui des outils digitaux, contre 66% en 2018. Donc il y a une belle progression. Et on aura des témoignages ce soir de professionnels RH qui ont effectivement implémenté des outils digitaux dans leurs entreprises. Également, 72% des RH interrogés consacrent entre 3 et 6 heures par jour à l'administration du personnel. Donc ça, c'était la réalité que j'avais. Donc une réalité administrative assez forte. Et puis, j'imagine la conséquence, 59% des RH déclarent manquer de temps et de ressources pour accomplir leur mission, bien qu'ils aient des outils digitaux. Alors les outils digitaux justement qu'ils utilisent, je ne veux pas dire qu'ils sont basiques parce que c'est quand même le socle du métier, mais c'est la paye, la gestion des absences, le stockage des informations liées aux salariés, la génération de documents et de formalités administratives et le recrutement. Donc des sujets assez simples, c'est sans surprise et il n'y a pas réellement de waouh quand on lit ça. Et donc finalement, moi je reste quand même je m'interroge un peu sur est-ce qu'il n'y aurait pas un décalage un petit peu entre l'idéal d'innovation et la réalité opérationnelle de la fonction RH. Bon, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup de traiter des sujets d'innovation, donc on va en discuter avec nos intervenants, qu'on va accueillir dès à présent. Je vous en prie. Oh là là, je fais des bêtises. On y est. Je vais vous laisser vous présenter. C'est moi qui démarre, très bien. Donc Charlène Geoffroy, moi je suis analyste futur du travail et innovation RH chez Tomorrow Theory, que je présenterai peut-être un petit peu tout à l'heure. Jean-Philippe Brun de SNCF Voyageurs et je suis responsable formation, politique d'alternance et parcours d'intégration. Bonsoir, Marianne Delaunay, donc je travaille dans l'entreprise Voslo et donc je suis en charge des parcours de formation au sein de la business unit pour laquelle je travaille et de projets de développement RH, dont un que j'aurai l'honneur de vous présenter ce soir. Donc merci beaucoup d'être présent. Je voulais vous proposer, vous le public, avant de vraiment donner la parole à mes invités, d'avoir en tête quelques questions. En fait, c'est simplement les questions que je me suis posées moi quand il a fallu préparer cette table ronde, ou même s'il avait fallu que je réfléchisse à ce qui est souhaitable, ce qui est le futur de la fonction RH. Donc c'est la première question de savoir qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, selon vous. Qu'est-ce qui est souhaitable? Voilà, j'y viens. Qu'est-ce qui est souhaitable pour la fonction RH? À quoi vous aspirez en tant que professionnel RH? Et puis également la question de qu'est-ce qui vous paraît difficile, voire inatteignable, malgré les évolutions et les transformations, notamment digitales. Et puis on va commencer du coup avec Charlène. La première question, effectivement, c'est de nous en dire un petit peu plus sur Tomorrow Theory, s'il vous plaît. Oui. Alors nous, c'est très fort, non, quand je parle. J'ai l'impression... Non, d'accord, bon, très bien. Alors je m'entends vraiment fort. Donc nous, on est un studio d'innovation RH. Donc notre travail, principalement, c'est de capter les micro-signaux qu'on peut observer dans le monde et de voir l'impact de ces micro-signaux dans les entreprises.
Donc, par exemple, ça peut être le développement de certaines technologies. Donc, il y a déjà maintenant plusieurs années sur l'intelligence artificielle. On commençait déjà à en parler. Et donc, forcément, on savait que ça allait avoir un impact sur les entreprises. C'est comment amener donc ces messages dans les entreprises. Et dans ces cas-là, on va faire de l'acculturation, donc via des conférences, par exemple, ou aussi participation à des tables rondes, comme je peux le faire là. Mais aussi des ateliers et également des études sur des sujets en particulier, que ce soit technologiques ou autres. Nos sujets, c'est tout ce qui tourne autour du futur du travail, vraiment. Donc ça peut être l'IA, ça peut être les solutions immersives, mais ça peut être aussi l'intergénérationnel ou le management, les nouvelles manières de travailler. Donc c'est assez divers et varié. Mais en tout cas, toujours dans un objectif d'améliorer la manière dont on travaille aujourd'hui. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, très bien, merci beaucoup. Et donc, selon vous, qu'est-ce que c'est innover en RH aujourd'hui ? Alors effectivement, comme tu le disais, il y a pas mal de définitions autour de l'innovation, mais quand on pense à l'innovation, on pense souvent à la technologie. C'est la première chose à laquelle on pense. En général, quand on parle d'innovation, on se dit « Ah, c'est forcément une solution technologique derrière ». Finalement, innover, donc la technologie, oui, ça en fait partie, bien sûr, mais ce n'est pas forcément que cette partie-là, parce qu'en fait, en amont de ça, il y a toute une réflexion. Et c'est souvent pour ça, d'ailleurs, que parfois, des projets, des implémentations de solutions innovantes, elles ne fonctionnent pas, parce que, justement, on n'a pas pensé à tout ce qui était autour des processus de travail. Donc, juste pour vous donner un exemple qui va peut-être parler à tout le monde, c'est le télétravail, par exemple. Donc, ce qui s'est passé dans les entreprises, on a mis en place en général 2 jours de télétravail. Dans une entreprise, en général, c'est assez standard, mais sans forcément repenser les manières de travailler. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout intéressé à la manière dont travaillent les gens, c'est-à-dire toutes ces réunions qu'on a peut-être toute la journée et qui finalement prennent énormément de temps et qui apportent très très peu de valeur à l'entreprise, on les a laissées. On a simplement changé votre bureau de place, donc c'est-à-dire qu'au lieu que vous le fassiez peut-être à la Défense ou à Nanterre, aujourd'hui vous le faites dans votre salon, mais globalement vous faites toujours la même chose, vous le faites de la même manière. Et donc c'est tous ces éléments-là qui sont importants quand on parle d'innovation. C'est plus intéressant de se dire, en fait, on a toujours fait comme ça, une phrase qu'on adore entendre dans les entreprises, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. On parlait tout à l'heure du recrutement, par exemple, en termes d'application RH. D'installer une application de recrutement, ça veut dire forcément que vous allez changer vos manières de recruter. C'est pas juste, je vais implémenter une solution et puis voilà, cette solution, par miracle, elle va d'un seul coup résoudre tous mes problèmes. Malheureusement, la technologie n'a pas encore ce pouvoir. Et donc, tout ce travail en amont, il est extrêmement important quand on parle d'innovation. Donc, je pense que c'est surtout désapprendre en fait ce qu'on a un peu appris à faire et de se dire, il y a peut-être d'autres moyens de le faire. Et justement, il y a plein de moyens. Il y a pas mal de design fiction, etc., pour faire ça, qui peuvent vous aider à réfléchir autrement et à repenser vos modèles de travail. Et quelles sont les évolutions qui vous semblent les plus probables à horizon 2035 ? Il y en a plein. Alors, la première, je dirais, c'est autour des compétences. Donc, on parle beaucoup de la skill-based organization. Donc, donc le développement de l'apprentissage continu au sein d'une organisation. Et quand on parle d'apprentissage, on ne parle pas seulement de la formation, comme on peut faire de peut-être participer à une formation sur une journée ou 2 jours. Là, on parle vraiment d'un apprentissage continu tout au long de la carrière. Et donc, via différentes méthodes, et ce n'est pas forcément des choses certifiantes, ça peut aussi être simplement avoir des mentors, participer à des conférences, à des événements, etc. Donc, il y a plein de choses autour de ça. Nous, aujourd'hui, on fait pas mal de travail avec les entreprises autour des référentiels de compétences, justement parce que dans beaucoup d'entreprises, encore aujourd'hui, disons que ces référentiels de compétences ne permettent pas ensuite de participer à des efforts de mobilité ou des parcours de formation assez puissants.
Donc il y a un gros travail à faire, principalement de normalisation, de standardisation au sein des compétences. Parce que l'objectif final, c'est finalement de se dire on va donner au collaborateur la main sur son propre parcours. Donc il va pouvoir en ligne voir ses compétences, vers quoi il pourrait aller et quels seraient les parcours de formation qui pourraient lui convenir pour arriver à ce poste. On dit beaucoup que les jobs vont se transformer au fur et à mesure. Donc ça, c'est clairement un sujet qui va vraiment, enfin qui est déjà là, mais qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Deuxième sujet, tout ce qui touche aussi au repositionnement du travail, évidemment. Donc aujourd'hui, on a bien sûr l'intelligence artificielle qui vient pas mal changer les choses, qui est censée venir nous augmenter ou nous accompagner dans notre travail et donc nous faire peut-être gagner du temps sur notre journée de travail. Donc tout ça, ça va poser pas mal de challenges à la fonction RH. Parce que si je suis un employé et que d'un seul coup, j'ai plus besoin de mes 7 heures par jour ou mes 8 heures par jour pour travailler, mais que j'ai besoin que de 4 heures peut-être, il va y avoir un gros travail à faire sur ça. Peut-être brièvement, je peux expliquer, et peut-être que vous en avez déjà entendu parler, parce que c'est un livre qui vient juste de sortir, qui a été publié par Jérémy Lamry, qui est le CEO de Tomorrow Theory, qui s'appelle 2040, donc sur les 5 futurs du travail possibles et comment est-ce qu'on peut se préparer à ces futurs-là. D'ailleurs, je crois qu'il y a un webinaire demain matin, si jamais ça vous intéresse, sur LinkedIn, où vous pouvez participer à ça. Mais en fait, il décrit les 5 futurs possibles en fait, en utilisant l'intelligence artificielle. Et si on part du principe du fait qu'on va gagner du temps dans notre journée de travail. Donc la première idée, c'est de se dire, en fait, si vous avez des employés qui maintenant sont capables de travailler sur 20 projets au lieu de 10 sur le même temps, vous allez leur demander de travailler encore plus, sur beaucoup plus de projets qu'auparavant. Donc ça pose des questions sur le fait de est-ce que cette entreprise, elle va rester attractive ? Pas forcément, on est dans une guerre des talents. Est-ce que vous avez envie de travailler toute la journée des projets ? Bon, ça c'est propre à chacun, mais en tout cas, voilà, ça pose ce type de questions. On a aussi une autre possibilité, bien sûr, c'est qu'en se disant, finalement, si mon travail est fait avec 50% de moins de temps, je vais me séparer de 50% de ma masse salariale. Calcul assez rapide. Par contre, donc là encore, ça vient poser pas mal de questions sur notamment tout ce qui est marque employeur, attraction. On a beaucoup de mal à attirer de talents dans les entreprises aujourd'hui. Donc est-ce que ce type d'entreprise, en faisant véhiculer ce type de message, reste attractive ? Là encore, c'est une question. Et puis aussi, on a tous les sujets, bien sûr, autour de la semaine de 4 jours, par exemple. Donc l'intelligence artificielle, oui, effectivement, c'est une opportunité pour la semaine de 4 jours. Parce qu'on pourrait se dire, finalement, maintenant, j'arrive à faire mon travail en 4 jours au lieu de 5, donc je vais avoir une journée de repos supplémentaire. Là encore, ça peut être intéressant avec tous les problèmes qu'on peut observer aujourd'hui sur la santé mentale, les burn-out, etc. Et par rapport à tous les sujets complexes qu'on nous demande de traiter aujourd'hui en tant qu'employé dans une entreprise. Et puis après, on passe à l'enrichissement des tâches. Donc, tu le mentionnais un petit peu tout à l'heure, Estelle. Cette notion de je vais avoir si je donne à l'intelligence artificielle des tâches qui sont un peu répétitives, je vais avoir plus de temps pour m'occuper sur des tâches qui apportent plus de valeur à l'entreprise. Mais ça peut aussi dire que je vais avoir plus de temps pour me former. Je vous parlais de skill-based organization tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est assez difficile à mettre en place parce que forcément, dans une entreprise, on a beaucoup la tête dans le guidon. On est sans arrêt sollicité, etc. Donc ça peut être difficile de dégager du temps. Donc l'intelligence artificielle peut répondre à ce type de problématique aussi. Et puis cette notion un peu plus large là, qui migre vers l'économie quaternaire et qui est très bien décrite dans le livre, où Jérémy ferait beaucoup mieux que moi là-dessus, mais juste pour vous en dire quelques mots, où on peut penser à ce que le travail, ce n'est plus ce qu'est le travail aujourd'hui, ne sera plus ce qu'est le travail aujourd'hui. Et donc on part plutôt vers quelque chose qui tourne autour de la contribution sociétale. Et donc là, vous avez déjà des initiatives. Il y a quelques entreprises qui ont donné ce sorte de mouvement, cette impulsion, ce début d'impulsion dans ces directions. Donc ça peut aussi être quelque chose, en tout cas, qui sera à considérer dans les prochaines années. Donc pour conclure ça, la fonction RH, forcément, elle va devoir s'atteler à des problèmes qui peut-être aujourd'hui
peut-être sont plus opérationnels, comme tu le disais, encore dans certaines entreprises, même si ce n'est pas le cas partout. Mais encore pour vraiment plus s'élever à un niveau beaucoup plus stratégique, parce que ce que je viens de vous mentionner là, les différents futurs qui sont possibles pour une organisation, c'est forcément beaucoup plus stratégique que ce que peut-être une fonction RH avait l'habitude de faire auparavant. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les sujets de l'IA ? Est-ce que vous avez identifié est-ce que vous avez de réels retours d'expérience à nous partager en France ou ailleurs ? Ce ne seront pas les sujets traités par Jean-Philippe et Marianne. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a des limites, des choses à considérer Oui. Alors, il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées dans les entreprises en termes d'application RH ou en tout cas d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la fonction RH. Il y a cependant pas mal de freins en fait, pour cette fonction en particulier. Parce que, tout d'abord, la fonction RH, elle manipule de la donnée extrêmement sensible. Donc, quand on utilise de l'intelligence artificielle, on se demande toujours un peu où est-ce que vont toutes ces données-là que je donne à mes applications ou à des modèles d'IA. Donc, forcément, ça crée pas mal de craintes pour les professionnels RH. L'IA, on sait bien aussi qu'elle est entraînée sur des données que nous, humains, avons développées, avons construites. Donc forcément, nous, on est un peu biaisés. Forcément, l'IA, elle est aussi un peu biaisée. Donc quand on utilise l'IA pour faire du recrutement, forcément, ça pose des problématiques. Une grosse partie de gouvernance, en tout cas, à mettre en place, qui est bien expliquée dans l'AI Act d'ailleurs, mais qui est essentiel pour utiliser ce type d'application. Et donc forcément, ça ajoute un frein parce qu'il y a beaucoup de gouvernance à mettre en place suite à ça. Et puis, il y a le sujet très, très important qui pose pas mal de problèmes dans les RH, c'est la data. Parce que forcément, une intelligence artificielle, elle ne pourra vous donner comme résultat, si vous cherchez un résultat positif, de bonnes réponses, il va falloir entrer de la donnée qui soit clean, si je puis dire. Donc, en tout cas, quelque chose de bien structuré, etc. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais aussi, on fait pas mal de travail sur les référentiels de compétences. C'est justement à cause de ça. Donc, on a un petit souci de données dans beaucoup de départements, des données qui peuvent être dans certaines applications ou dans des spreadsheets ou ailleurs, etc. Et donc, il faut réconcilier tout ça. Donc, en général, il y a un gros chantier de data à faire avant de commencer à mettre en place des applications RH. Et puis, dans les entreprises, on le voit encore, l'expérience client et l'expérience collaborateur est très importante, mais l'expérience client passe encore au-dessus des budgets de l'expérience collaborateur, puisque le client, c'est lui qui est considéré comme générer le revenu de l'entreprise. Donc forcément, on a une tendance à allouer plus de budget vers ce type de solutions plutôt que des solutions RH. Merci beaucoup. Merci Charlène qui du coup a complété l'introduction que j'ai proposée. Et à présent, on va avoir les témoignages donc dans un premier temps Marianne et puis Jean-Philippe sur des projets d'innovation RH menés au sein de leurs entreprises. Donc on va commencer avec Marianne Delaunay, qui travaille donc au sein de l'entreprise Vossloh, du groupe Vossloh. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, non seulement sur l'entreprise, et puis ensuite sur le projet dont vous allez nous parler ce soir, à savoir le déploiement de Workday, son périmètre, ses enjeux. Oui, alors Vossloh, comme vous pouvez le voir, donc c'est une entreprise leader de l'infrastructure ferroviaire. Pour vous donner quelques chiffres, donc c'est une entreprise dont l'histoire a commencé en 1888. C'est une belle ETI, donc entreprise de taille intermédiaire, un peu plus de 4000 collaborateurs, 80 sociétés réparties sur 30 pays. Et c'est une société donc cotée en bourse avec un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard d'euros.
Voilà pour l'histoire de Vossloh et la dimension internationale de Vossloh avec ces 4 business units qui ont chacune des activités, des cœurs de métier très différents les uns des autres. C'est important à retenir dans le cadre du projet Workday que je vais expliciter. Donc ça, c'est l'entreprise. Ensuite, Workday. Peut-être certains parmi vous ont déjà entendu parler de cette solution. Donc c'est une solution cloud dédiée à la finance et dédiée également aux ressources humaines. C'est une solution donc, qui présente un certain nombre de fonctionnalités qui s'implantent dans les entreprises sur mesure et ces fonctionnalités recouvrent l'entièreté, on va dire, ou quasi l'entièreté des métiers RH. Donc que ça soit de la paye, de la gestion des absences, du recrutement, de la formation, etc. Donc vraiment, ça recouvre tout le métier des ressources humaines. Et qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, en termes de réflexion en interne dans l'entreprise? Pourquoi donc on a choisi Workday? C'est qu'il faut savoir en fait que Vossloh, donc comme je vous l'ai dit, son histoire remonte à 1888. Donc Vossloh a eu le temps d'acquérir un certain nombre de filiales réparties au sein de ces 4 business units. Et pour des raisons diverses et variées, en fait, ces acquisitions de filiales se sont faites de manière non consolidée. Donc, il n'y a pas eu d'harmonisation des process RH. Le temps passe et le temps s'accélère. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, donc, ça correspond un petit peu au changement, à l'accélération digitale qui s'est opérée courant 2020. C'est que de manière très très concrète, les leaders de l'entreprise, donc les décideurs, que ce soit au niveau des décideurs RH, des décideurs de la business unit ou même des décideurs du groupe, ils ont dû commencer ils ont eu besoin d'avoir accès à de la donnée pour pouvoir prendre des décisions pertinentes. Et avant Workday, du fait de toutes ces filiales qui n'étaient pas donc harmonisées, totalement consolidées d'un point de vue métier, du point de vue métier RH, concrètement, quand il fallait avoir de la donnée RH de quelconque nature, il fallait appeler sa collègue RH en Pologne, sa collègue RH en Serbie, sa collègue RH... alors je dis beaucoup de ça, mais effectivement, c'est un métier qui reste encore très, très féminin. Donc c'est une réalité. On appelait également sa collègue en Australie. Il fallait se lever très tôt pour lui demander tout un tas de données qu'elle devait donc collecter dans un fichier Excel, nous envoyer dans les délais impartis et qu'il fallait donc ensuite... consolider l'ensemble des données qui provenaient des différentes filiales pour pouvoir les transmettre au groupe. Et le groupe, lui, il avait un fort enjeu, en fait, qui est lié à la réglementation. Il y a des étudiants parmi nous, vous devez savoir qu'il y a de plus en plus de réglementations qui nécessitent, en fait, de collecter de la donnée. Pour citer la plus récente, la CSRD, par exemple. Donc, tout un tas de données RH qu'il faut collecter, et cet impératif est d'autant plus catégorique quand il s'agit d'une société cotée en bourse comme la nôtre. Donc, voilà le pourquoi du comment de Workday, qui est donc une solution cloud qui était idéale, si je puis dire, pour une entreprise comme la nôtre à dimension internationale. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, et moi, du coup, je comprends bien l'intérêt pour le groupe Vossloh et pour les équipes RH, parce qu'on ne travaille pas que pour soi-même. Ma question, c'est aussi quel était l'impact souhaité, ou quel a été l'impact, en tout cas, sur les managers et sur les collaborateurs, ou pour les collaborateurs. Alors, je ne sais pas si je dirais quel a été l'impact. Je dirais plutôt quel va être l'impact. Donc, je parle d'un projet qui a été initié en 2021, à peu près, au sein du groupe, et qui s'est achevé fin 2024. Donc, voilà, le recul n'est pas encore énorme. Et il faut vraiment savoir que ce type de projet nécessite beaucoup de temps pour pouvoir mesurer l'impact sur
dans sa dimension, on va dire, transformative des métiers, KPIs à l'appui, bon, il va falloir quand même un peu de temps. Et l'impact va quand même beaucoup dépendre de la force avec laquelle les RH, les managers et les collaborateurs vont se saisir de l'outil. À savoir que le choix qui a été fait aussi dans notre entreprise, alors j'ai pas un benchmark exhaustif des choix faits quant à Workday dans les entreprises, mais en tout cas dans la nôtre, le choix qui a été fait, c'était de paramétrer l'outil de manière à placer le manager au cœur des process ou processus RH. C'est-à-dire que Workday, c'est un outil sur mesure avec tout un tas de fonctionnalités. On achète l'outil avec les fonctionnalités qu'on souhaite et il y a beaucoup d'arbitrage à faire en interne sur la manière dont les process RH vont s'opérer. Donc très concrètement, à telle phase du recrutement, il se passe ça, c'est soit le manager, soit le RH qui valide, ensuite ça va à tel service, c'est un tel ou un tel qui valide, etc. Donc on a fait le choix, enfin quand je dis on, l'entreprise, le corporate a fait le choix donc de placer le manager au cœur du système, ce qui a eu pour impact en fait ce qui va avoir de plus en plus pour impact de changer la relation manager-RH. J'en vois déjà qui sourit de connivence, parce qu'en fait, oui, l'idée c'était de responsabiliser, autonomiser les managers dans la gestion au quotidien des ressources humaines, de manière à pouvoir non pas filer le bébé au manager, mais quand même pouvoir libérer du temps aux ressources humaines de manière à ce qu'elles puissent aussi se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc voilà un petit peu l'enjeu en ce qui concerne cette relation manager-RH. Mais je n'ai pas forcément envie d'opposer les deux. Et je reste convaincue qu'à force de pédagogie et d'acculturation à l'outil, je reste quand même convaincue que ça va surtout renforcer cette relation entre le manager et le RH, puisque très concrètement, du fait de la puissance de cet outil qui est un vrai outil d'aide à la décision, parce qu'on a tout un tas de reporting possibles, que ça soit au niveau d'un site industriel, au niveau d'un pays, au niveau de la business unit ou au niveau du groupe, j'ai l'espoir que voilà, ça va permettre vraiment aux managers et aux RH d'être fédérés dans la prise de décision. Et alors, quelles sont les difficultés peut-être rencontrées quel a été le rôle de l'équipe RH pour accompagner le changement ? Oui, alors le rôle de l'équipe RH pour accompagner le changement, alors déjà ce qu'il faut savoir sur un projet comme celui de Workday, comme je vous l'ai dit plus avant, c'est vraiment un projet, c'est vraiment un outil à déployer sur mesure. Donc il y a énormément d'arbitrage à faire. Ce qui est idéal en fait dans une société comme la nôtre, c'est-à-dire avec tout un tas de filiales où chaque service RH travaille, on va dire, de son côté en silo, avec une répétition de process. Un projet comme celui de Workday, c'est l'occasion idéale d'harmoniser les process si on sait être à l'écoute des métiers et des opérationnels. Donc déjà, les RH ont été énormément investis sur la partie arbitrage des processus. Bien entendu, c'est un petit peu le pendant négatif en toute transparence d'un projet comme celui de Workday. Ça implique énormément les RH parce que, en fait, de manière très concrète, ils ont d'abord un énorme travail de collecte de la donnée à effectuer, puisque sur des projets de déploiement de SIRH, l'historique de la donnée est cœur. Donc,
je vais être vraiment très pratico-pratique, mais c'est des heures carrées à remplir des tableaux Excel, à configurer des tableaux Excel pour pouvoir ensuite les envoyer au project manager Workday, pour qu'ensuite ça soit bien retraité. Il faut que ça se fasse en plus de manière ultra sécurisée. Enfin, voilà, donc c'est un gros investissement. Une fois que Workday est déployé, c'est un investissement. Ça s'appelle la conduite du changement. Et la gestion de projet, c'est encore une autre affaire. Alors la conduite du changement, c'est acculturer les managers et acculturer les collaborateurs à l'usage de Workday, en sachant que dans l'entreprise, le parti pris chez nous a été de déployer Workday à l'ensemble des collaborateurs, dont les collaborateurs qui travaillent dans les ateliers de production, qui sont des collaborateurs qui qui n'utilisent pas l'ordinateur, le PC, le téléphone portable tous les jours. Donc, il y a tout un travail de pédagogie et d'information, formation, de montée en compétences qui va devoir se mettre en place. Donc, je parle un peu au passé, mais je devrais vraiment constamment parler au futur parce que tout ça va s'inscrire dans le temps. Alors, pour revenir un petit peu, au sujet de ce soir, selon vous, chez Vossloh, qu'est-ce que serait une fonction RH augmentée ? Alors, ça fonctionne ? Ouais. Alors, chez Vossloh, ce qui serait donc une fonction RH augmentée, ça va, comment dire, ça paraîtra peut-être un petit peu bateau de dire ça, mais c'est quand même une fonction plus humaine. Je vais peut-être changer de micro. Non, j'entends bien. Ça marche pas non plus. Non, mais c'est classique, le coup des micros. En fait, c'est vraiment de donner une dimension plus humaine à la fonction RH. Alors, selon qu'on a eu une expérience plus ou moins bonne avec le service des ressources humaines, dès qu'on parle de le RH au cœur de l'activité humaine, certains, ça les fait frissonner. Mais moi, je le dis et je le répète, le RH, il est au carrefour des civilisations dans l'entreprise. Donc, pour ça, il faut du temps. Et il faut du temps consacré aux collaborateurs, consacré aux managers de proximité, consacré aux exécutives, donc aux leaders dans l'entreprise. Mais pour pouvoir avoir ce temps-là, il faut pouvoir être libéré des tâches administratives à moins forte valeur ajoutée. Alors on pourrait se dire, bah oui, mais donc dans ces cas-là, on a d'un côté la direction RH stratégique et de l'autre côté, on a notre service d'administration RH très opérationnel. Mais l'entièreté en fait de l'équipe RH doit être concernée et est concernée par la transformation qu'opère un outil comme Workday, puisque même pour l'administration RH très opérationnelle, il y a tout un tas encore aujourd'hui dans les entreprises de manière générale de tâches répétitives, très manuelles, non automatisées et qui sont surtout très très chronophages et qui devraient être dont l'ensemble des équipes RH devraient être libérées. C'est la proposition de Workday. Parce que du coup, ma question, c'est, selon vous, quelles sont les nouvelles attentes des salariés de Vossloh vis-à-vis de la fonction RH Parce que peut-être qu'ils y voient une possibilité de fonction RH plus humaine, plus disponible ou autrement disponible. Oui. Alors, en fait, je pense que ce que j'ai évoqué sur l'idée d'une fonction RH plus en proximité des collaborateurs, très franchement, c'est une attente de longue date. Hein. Honnêtement, on n'a pas attendu Workday pour savoir que les collaborateurs sont en attente sur ce point très précis de la considération de leurs problèmes et problématiques du quotidien
Idem pour les managers quant à leurs problématiques de gestion des conflits dans leurs équipes, hein, parce que parlons très concrètement, souvent le manager tape à la porte pour évoquer des problèmes de gestion de conflits. Donc en même temps, on n'a pas attendu Workday pour savoir tout ça, et en même temps, moi, tout ce que je peux vous dire de manière très tangible, c'est que en ce qui concerne ramener à notre entreprise, c'est encore un peu tôt, en fait. Et j'insiste vraiment sur cette notion du temps parce que déjà le projet Workday est un projet qui sollicite énormément de temps. Je vous ai évoqué, on commençait à y réfléchir en 2021 pour une implantation complète fin 2024. Ça donne déjà une idée du processus sur le projet, enfin du temps que nécessite le projet. Et le questionnaire de satisfaction, on va dire, de Workday concernant plus précisément les attentes des collaborateurs, je pense qu'il va falloir attendre encore pas mal de temps. Et j'insiste vraiment sur cette notion du temps, puisque un projet comme Workday, bon, vous en doutez, c'est quand même un gros investissement de la part de l'entreprise. C'est un projet donc, technologique. Et très souvent, en fait, la gestion de alors pas tant la gestion de projet, mais la partie conduite du changement d'un projet, c'est le parent pauvre des transformations digitales. Parce que vous l'évoquiez, Charlène, tout à l'heure, l'outil en tant que tel, il ne produira pas de miracle. Ce qui va produire un miracle, c'est le fait que le collaborateur soit lui-même suffisamment convaincu, qu'on ait fait monter chez lui le désir, j'ai envie de dire, à tel point qu'il va lui aussi devenir acteur du changement en acceptant d'utiliser Workday tous les jours. Parce que ça signifie que concrètement, que ce soit le RH, le manager ou le collaborateur, il faut tous les jours rentrer la donnée, prendre l'habitude d'ouvrir Workday, aller regarder, OK, est-ce que j'ai des notifs, qu'est-ce que j'ai à faire, OK, j'ai quelqu'un à recruter dans mon équipe, je vais utiliser Workday parce que ça va être tellement plus facile que ce que je faisais auparavant. Donc, mais tout ça, ça nécessite énormément de temps. Et la conduite du changement, c'est vraiment le facteur clé de succès de ces transformations digitales. Et donc, ça nécessite de surcroît un supplément d'investissement financier, parce que le temps, c'est de l'argent dans les entreprises. Un supplément d'investissement financier sur la partie formation pour la montée en compétences des collaborateurs, sur la partie plan de communication, je dirais même plan marketing quant aux avantages de l'outil. Voilà, tout ça, c'est un gros investissement. Et tout ça, malheureusement, parfois, c'est un peu contradictoire avec les impératifs des entreprises. Mais un projet comme celui-ci nécessite beaucoup de temps. Donc, il faut en reparler dans 3-4 ans. En 2035 ? Okay. En 2035, il y aura d'autres innovations d'ici là. Ben, merci beaucoup, Marianne. On va maintenant pouvoir écouter Jean-Philippe Brun sur les projets menés au sein de la SNCF Voyageurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être déjà pour commencer sur ce qu'est SNCF Voyageurs dans le groupe SNCF ? Là-dessus, j'ai un avantage quand même. Je fais partie d'une entreprise qui laisse personne indifférent. Et que globalement, on fait partie du paysage français et on appartient un peu à chacun des Français, en fait. Donc oui, SNCF Voyageurs, c'est la société historique, enfin c'est une des sociétés du groupe historique SNCF. Et on a finalement 3 grandes activités. C'est on fait rouler des trains, donc c'est à peu près 15 000 trains par jour, 5 millions de voyageurs. 2, on entretient ces trains et c'est quasiment un tiers de nos effectifs qui sont consacrés à la maintenance et l'entretien de notre matériel roulant. Et le 3e métier, qui est fondamental aussi, c'est la vente, la commercialisation de l'offre de transport. Et ça, c'est Connect & Tech, qui, notamment avec SNCF Connect, qui est un des plus gros sites marchands français sur Internet. Donc ça, c'est pour SNCF Voyageurs, belle et grande entreprise de 68 000 salariés, où il y a énormément de choses à faire et qui vit une transformation profonde
notamment avec l'arrivée maintenant effective de la concurrence sur les lignes. Moi qui suis un vieux cheminot, embauché au siècle dernier, on parlait déjà de concurrence, mais c'était la voiture, c'est l'aérien, etc., etc. Aujourd'hui, la concurrence, elle est réelle, elle est modale, c'est les trains. Et on a des trains de Trenitalia qui circulent, on a des trains de la Renfe, on a Transdev qui nous attaque sur des marchés de délégation de services publics chez TER, enfin, etc., etc., etc. Voilà. Donc, nécessairement, il va y avoir une transformation profonde de l'entreprise pour se structurer demain, notamment en holding, pour faire face en fait à tous ces enjeux de concurrence qui arrivent sur le marché historique. Très bien, donc ça pose le contexte. Et quels sont les derniers projets RH menés au sein de la direction des ressources humaines de la SNCF Voyageurs? Alors, il y en a plein. C'est une boîte énorme, donc il y a toujours 1 million d'idées en cours. Mais finalement, je retiendrai, moi, 3 sujets qui viennent un peu illustrer ce que Charlène présentait en début d'intervention. C'est un premier qui est la digitalisation des parcours d'intégration. Comment on utilise l'outil digital pour améliorer l'expérience salariée. Ça, c'est le premier. Un deuxième qui s'appelle Station C, qui a pour vocation, pour enjeu, de transformer le groupe SNCF, et donc SNCF Voyageurs, en entreprise apprenante, avec la compétence au cœur du système, avec les notions de référence de ciel de compétences, etc. Et le troisième, qui est là aussi un point important, et ça fait un peu écho aux citations que vous disiez à un moment, en tout début d'intervention, sur l'innovation, c'est pas obligatoirement de l'IA partout, du digital, des lasers, enfin bref, etc. C'est un dispositif promotionnel qu'on porte dans l'entreprise et qu'on porte en partenariat avec le CESI, où en fait on a amené une rupture historique d'entreprises publiques sur les concours, les examens, etc. Et finalement, comment on redonne la main aux managers dans la détection des potentiels et comment on accompagne ces potentiels, nos salariés, dans des dispositifs promotionnels qui sont aujourd'hui diplômants et donc qui valorisent l'acquisition de leurs compétences. Je veux bien qu'on s'attarde pour commencer sur le projet lié à l'intégration des salariés. Quels étaient vos besoins concrets Alors à la base, pour le coup, c'est clairement de l'opportunisme. En gros, appel d'offres de groupe, etc. Et on se pose la question et on sait qu'on a un sujet de qualité d'accueil de nos salariés. Typiquement, le salarié arrive le lundi, attends, j'étais pas au courant, assieds-toi là, on va voir si l'équipe RH est là, enfin bref, tout ce qui va bien se passer, qui se passe dans la vie de tous les jours. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on travaille absolument à améliorer et à faire évoluer ce processus d'intégration, à le mettre en qualité. Et on a commencé à travailler du coup sur les opportunités et solutions digitales. Aujourd'hui, on travaille avec une plateforme digitale qui s'appelle A-Team, qu'on a retenue parce que A-Team mettait en avant quelque chose qui nous paraissait fondamental, qui est l'expérience salariée. Et tout le projet qu'on a pu mener sur ces 1 an et demi de déploiement a été centré sur l'expérience que le salarié va vivre. On est sur des processus de recrutement qui sont parfois longs, puisqu'on a la particularité de former des conducteurs de train et qu'il n'y a pas d'école qui forme à la conduite des trains, et que donc les recrutements sont liés et cadencés, notamment par exemple avec les départs en école, puisqu'on a des outils de production qui sont là aussi vite à saturation, vu qu'on recrute quand même pas loin de 1500 conducteurs par an. Et du coup, des fois, il peut y avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois entre le moment où on se tape dans la main, on se dit « toi, mon piou-piou, tu nous intéresses, on te recrute », et le moment où il arrive effectivement dans l'entreprise. Et là, ça tire les sujets de no-show. C'est-à-dire que 3 mois après, la personne, pendant 3 mois, c'est pas de nouvelles, pas d'envoi, pas de message, rien, il se passe rien. Et le jour J, il est là. Il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Pourtant, on lui a envoyé un mail avant-hier pour lui dire qu'on confirmait bien qu'il devait être là. Peut-être que pendant les 3 mois, il a trouvé un boulot, il a fait autre chose, etc. Donc, comme le disait justement Charlène, parfois c'est difficile d'attirer les talents. Une fois qu'on en a chopé un, c'est comme à l'appel, je dirais, il faut maintenir la ligne tendue. Et un outil comme celui-là permet de créer du lien en poussant des contenus, en envoyant des messages, etc., de façon régulière, récurrente, à l'ensemble de nos futurs recrutés. Donc sur toute cette phase de pré-boarding, ça présente vraiment un intérêt. On partage des vidéos sur les métiers, on partage des vidéos sur l'entreprise.
etc. Et le jour J, quand ils arrivent, ils reçoivent le message du président, la petite vidéo qui fait « Bienvenue dans la famille SNCF Voyageurs », etc., etc. Et ça, c'était vraiment notre volonté de travailler sur l'expérience salariée. Et en parallèle, l'effet bonus, c'est qu'on fait sauter tout un tas de tâches administratives à faible valeur ajoutée. Parce qu'on automatise un certain nombre de sujets, de relance, de questionnement, etc. On envoie les alertes au manager. T'oublies pas, dans 2 semaines, t'as tel salarié qui te rejoint. Et tout ça, c'est automatisé. Et donc, il y a un vrai gain de performance sur l'administrative et les tâches à faible valeur ajoutée. Et surtout, on travaille sur une expérience salariée qui est bien meilleure. Mais ça permet de veiller, notamment, par exemple, les fins de période d'essai. On renouvelle pas, enfin, etc., etc., etc. Ça envoie les alertes. C'est un outil de workflow, finalement. C'est pas bien méchant. Mais dans la façon de le travailler, c'est l'expérience salariée qui est privilégiée. Très clair. Et donc, depuis combien de temps c'est réellement effectif ? Alors, projet mené sur... on est en 2025, c'est ça. Déploiement, réflexion du projet, appel d'offres, etc. On va dire grosso et structuration du parcours initial 2023. En fait, d'avril à décembre 2023. Déploiement du dispositif depuis début 2024. Aujourd'hui, dispositif d'ailleurs qui est porté par une collaboratrice qui est en apprentissage au CESI, Léna, qui fait un boulot extraordinaire. Et en gros, aujourd'hui, on fait, sur 2024, on a fait 3700 parcours d'intégration digitale. Sachant qu'on n'a pas automatisé la démarche. C'est-à-dire que c'est toute notre vocation, nous, DRH Voyageurs, c'est de proposer des projets et de mettre les outils à disposition de nos équipes opérationnelles. Donc aujourd'hui, après 1 an, on a un recrutement sur 2 qui a bénéficié de ce dispositif. Sachant qu'il y a 1 an, il n'y en avait pas, quoi. Donc ça permet quand même aussi de travailler sur la mise en qualité. Parce que finalement, un outil comme celui-là, ce qui fait sa valeur, ce qui fait son sens aussi, c'est toute l'intelligence qu'on va mettre dans la construction du parcours. Réfléchir à quel processus on veut. Quelles sont les étapes clés qu'on veut qu'un de nos salariés, quand il arrive chez nous, il ait vécu. Quels sont les points clés à ne pas rater. Quand on recrute un cadre, c'est quand même dommage que quand il arrive le lundi, il faut qu'il attende, je sais pas, le vendredi pour avoir son ordinateur et son téléphone. Pendant 4 jours, il est là, il attend. On lui donne des référentiels à lire. Ouh, ça vend du rêve. Donc voilà. Donc en termes d'image employeur, c'est intéressant aussi parce que du coup, ça amène aussi un peu de rupture avec l'image parfois un peu vieillotte qu'on peut imaginer de SNCF. Même si on fait rouler des trains à 300 km/h. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est tout l'intérêt en fait d'un dispositif comme celui-là. Et donc le deuxième projet dont vous parliez, c'était pour permettre aux collaborateurs de davantage identifier les possibilités en interne, construire peut-être davantage par eux-mêmes leur parcours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces outils-là ? Alors, c'est un outil qu'on a déployé fin 2023, pareil, début 2024. C'était quelque chose qui arrive en même temps. C'est une grande plateforme qu'on appelle, nous, Station C. C comme compétences, carrière, etc. Et dans les faits, c'est un assemblage d'outils qui existent. Donc, on a 365 talents sur le moteur de compétences et les profils salariés. On a Altaïs qui développe d'autres modalités. On a Bilink qui est la plateforme LMS. Et en fait, c'est sous cette marque Station C, en fait, on a un assemblage d'outils qui sont à disposition de nos salariés. Et comme je le disais en intro, l'idée, c'est de faire de SNCF demain une entreprise apprenante. Donc donner à voir à nos salariés leurs possibilités d'évolution professionnelle, qu'elles soient horizontales ou verticales en termes de promotion, mais aussi de changement de métier. Et pour ça, cet outil va se structurer autour de différents, je dirais, modules, blocs, où on va retrouver déjà la première étape pour le salarié, c'est je m'identifie, je crée mon profil à l'image de ce qu'on peut retrouver sur LinkedIn, sauf que c'est un profil interne. Je déclare mes compétences, j'évalue mes compétences. Avec mon manager, du coup, je vais utiliser ce profil et ses compétences pour évaluer et valider mon niveau de compétence, voire pour compléter mon profil, etc., etc., etc. Et derrière, ça ouvre le champ sur le recrutement, alors interne, là pour le coup on est sur, mais aussi externe, puisqu'on va poser, on utilise aussi l'outil pour le recrutement externe, mais en interne ça donne à voir aux salariés sur la bourse de l'emploi interne et bourse filiale pour le coup, pas limité simplement à SNCF Voyageurs, les possibilités d'évolution, avec du coup comme moteur clé au centre de tout le système la compétence,
et donc un outil qui permet de faire des matchings. Moi, je suis salarié, je reçois, tiens, Jean-Philippe, pourquoi tu ne serais pas demain directeur sécurité? Et pas obligatoirement avec une lecture stricte de la compétence uniquement. Et c'est en gros, t'es RH, on te propose que des postes RH. Non, tout l'intérêt d'un outil comme celui-là, c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles et de proposer à nos salariés la possibilité de faire peut-être un pas de côté. Parce que tu as telle et telle et telle compétence comportementale, ça collerait bien avec tel type de métier, etc. etc. Donc, et ça amène, du coup, derrière, on intègre les entretiens de performance, les entretiens professionnels, enfin, tous ces sujets-là. Et puis, finalement, arrive une couche ou un module clé aussi dans le dispositif, qui est tout le dispositif de formation. SNCF Voyageurs, c'est 4 universités internes, c'est des volumes de formation qui se comptent en millions d'heures, hein, ça doit être 2,5 millions, 2,7 millions heures de formation l'année dernière, parce qu'on a des formations techniques très lourdes, etc. Et donc, Station C, c'est une offre de formation assemblée qui permet en fait à chaque salarié, de voir quelle est l'offre de formation à ses dispositions, avec des modules qui sont en libre accès, d'autres qui ne le sont pas, etc., etc. Et donc, qui permet aussi à chaque salarié, qu'il soit dans un technicentre en train de réparer les TGV, ou qu'il soit conducteur de train ou agent de la relation client, de dire, moi, cette formation m'intéresse, j'aimerais bien. Après, il y a des workflows de validation qui font que le manager, on va dire, ouais, mais bon, dans ton métier, là, aujourd'hui, c'est pas besoin, mais peut-être demain dans la construction de ton projet, pourquoi pas, enfin, etc., etc. Et donc on a toute cette offre-là avec toute l'intégration après du processus formation qui va de l'émission du besoin jusqu'à l'inscription, le suivi de l'inscription, etc., etc. Et donc ça, c'est un outil complet aujourd'hui qu'on a déployé et qui concerne nos 68 000 salariés. La question que je me pose, c'est pour certains salariés qui sont anciens, qui ont une longue carrière à la SNCF, est-ce que vous pensez que c'est pas grave, hein, quelques-uns. Est-ce que vous pensez que l'observation de toutes ces nouveautés, tous ces outils mis à leur disposition qui véhiculent vraiment une transformation culturelle, ont développé chez eux de nouvelles attentes vis-à-vis de la fonction RH? En tout cas, ça amène une autre façon de travailler les sujets. Est-ce que ça change fondamentalement la vision qu'ils peuvent avoir des RH côté administratif, je fais des contrats, des papiers et je pose des contraintes à tout le monde parce que ça, il ne faut pas le faire, c'est pas légal. Sorti de ce cadre-là, je pense que l'intérêt de ces outils-là, c'est que justement, ça amène notamment aux managers des possibilités et des méthodes, des façons de travailler, ou en tout cas une approche des sujets qui est différente de ce qu'ils vivaient jusque-là. Et vis-à-vis des salariés, c'est ça qui est important en fait. C'est qu'en fait, les retours qu'on a notamment avec Station C, quand on va questionner les salariés jusque-là, pour un certain nombre d'entre eux, se disaient « Ah mais c'est quand même hyper valorisant qu'à un moment on parle de mes compétences ». De ce que je sais faire en fait, et que je ne sois pas juste tiens, tu avais tel objectif, tu veux faire une formation de secouriste parce qu'on n'en a plus, ouais allez c'est bon, allez salut. Avoir ce temps en fait, l'outil et globalement va générer le besoin finalement de créer et va être le vecteur de l'échange entre le manager et le collaborateur. Si à la rigueur ça se fait sans nous, tant mieux. Voilà, parce que le premier acteur RH dans une entreprise, ça reste le manager. Merci beaucoup. On a encore quelques questions parce que je vois que le temps passe vite pour avoir un dernier regard croisé sur le sujet. Donc merci déjà à tous les trois pour ces éléments de réponse. Une petite question pour Charlène, si vous pouvez faire passer le micro. Merci. Donc à partir peut-être de ces témoignages et puis de ce que vous travaillez au quotidien chez Tomorrow Theory, à l'horizon 2035, quels sont les défis qu'on doit retenir pour s'y préparer? Je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, il y en a pas mal, puisque le monde du travail se transforme complètement, que même ce qu'on entendait par travail auparavant, c'est pas forcément peut-être ce qu'on va entendre par travail dans les prochaines années. Que la place du travail dans la vie des collaborateurs aujourd'hui, elle n'a plus forcément la même qu'auparavant. Donc tout ça, ça vient poser des questions autour du sens, autour de l'engagement, évidemment, qui sont des sujets forts chez les RH. Et puis on a un autre sujet
qui arrive très fortement, c'est le vieillissement de la population. Donc on commence déjà quand même à aborder ce sujet de l'intergénérationnel de manière un peu plus peut-être précise qu'auparavant. Mais on voit bien qu'il suffit juste d'ouvrir LinkedIn pour voir les difficultés de recrutement des personnes qui sont soit très jeunes ou des personnes qui sont soit seniors. On n'y est pas. Clairement, il y a encore beaucoup d'initiatives à mener. Et là encore, c'est ce qu'on dit, c'est ce que tout le monde a dit ici, c'est vraiment de changer les manières de faire en fait. Effectivement, auparavant, on n'avait pas l'habitude de recruter peut-être des personnes qui avaient 55, 56, 57 ans pour des raisons X ou Y. Mais en tout cas, il va probablement falloir corriger cette manière de faire les choses parce que le vieillissement de la population va s'imposer à nous et on n'aura pas d'autre choix. Donc, il y a de beaux challenges qui attendent la fonction RH, mais pas que, tout le monde de l'entreprise. Merci beaucoup. Une question pour Marianne. Avec, je sais, peu de recul, mais quand même du recul depuis le début du projet Workday, quels écueils recommanderiez-vous au public présent ici ce soir d'éviter sur des sujets, des projets similaires de transformation digitale? Je pense que ça se devine entre les lignes de mon intervention tout à l'heure. C'est que clairement, l'écueil à éviter, c'est, je vais me répéter, mais de sous-estimer la conduite du changement dans la gestion de projet. J'ai lu quelque part que plus de 70% des projets de transformation digitale dans les entreprises n'étaient pas liés à des problèmes d'ordre technique, mais étaient purement et simplement liés à des problèmes humains. Ma réponse est courte, mais au moins elle aura le mérite d'être claire. Merci. Et Jean-Philippe, c'est a priori la dernière question, en tout cas la mienne, spécialement choisie pour vous à la SNCF. Donc, selon vous, quel type de dialogue social faudra-t-il cultiver pour accompagner au mieux les transformations à venir et les innovations RH ? Bon, alors, c'est une question étonnamment, parce qu'on aurait, paraît-il, un tissu social particulièrement actif dans l'entreprise. Je pense qu'on a pas mal parlé de nous récemment sur le week-end du 8 mai, même si on a fait rouler 90% des trains, quand même. Voilà, c'était important de le rappeler. Et qu'on a transporté tous les voyageurs qui devaient l'être. Une fois la parenthèse fermée, en fait, il faut toujours avoir... Ce qu'il ne faut pas faire sur un sujet comme globalement dans ces transformations-là, c'est de voir dans les partenaires sociaux des ennemis. Les partenaires sociaux sont des garde-fous. Tout pouvoir, il faut un contre-pouvoir, etc. Et donc, il faut construire le dialogue, présenter les évolutions, etc. Et leur rôle, et il est légitime, c'est de nous alerter et de porter en fait la protection des salariés. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et qu'on bloque certaines évolutions. Mais à chaque fois, en fait, mais comme à l'image de n'importe quel autre salarié, je dirais, ce qui fait la réussite d'un projet, du point de vue social, c'est la pédagogie qui l'accompagne. Comment on l'explique, comment on raconte, et ça fait lien avec la conduite du changement et l'accompagnement du changement. Quand on conduit des projets comme cela, il y a une stratégie sociale qui l'accompagne. Et là, en plus, en l'occurrence, sur les sujets en question, ce ne sont pas des sujets à risque, entre guillemets. On ne parle pas de réorganisation, de performance, d'optimisation du système, de productivité, etc. Même si ces projets-là tirent des efforts de performance. Mais dans les faits, on n'est pas sur des sujets à risque. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est de la pédagogie, désamorcer et bien expliquer pour éviter en fait qu'on ait des personnes en face de nous, parce que la nature a horreur du vide, c'est comme ça. Et donc, si on n'explique pas et si on ne donne pas du sens au projet, eh ben, les gens vont s'inventer une histoire et pas toujours la bonne. Donc, la solution, c'est de la pédagogie, répéter, et surtout ne pas les prendre pour des imbéciles ou des sous-salariés, etc. Les traiter comme on traiterait n'importe lequel de nos salariés. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes avant 19h15, donc ça fait 1 minute chacun.
En un mot, qu'est-ce que vous souhaitez pour la fonction RH de 2035, chacun d'entre vous? Qu'est-ce qu'on souhaite? Ouais, exactement, c'est toujours moi la première. Qu'est-ce qu'on souhaite? Alors, je dirais du courage, mais pas dans le mauvais sens. Pas dans le sens où on va dire bon courage avec toutes ces problématiques qui vous attendent, ça va pas être facile. Non. Mais plutôt du courage dans le sens, on évoquait tout à l'heure que la fonction RH allait avoir un poste, un rôle plus stratégique. Donc je pense le courage d'oser porter tous ces projets, hein, parce que c'est pas simple, et surtout si la fonction se transforme, de passer d'un rôle opérationnel à un rôle stratégique, ou en tout cas de faire passer des équipes qui ont l'habitude d'avoir une posture peut-être plus opérationnelle à une posture plus stratégique. Bah, ça demande aussi du courage, mais un bon type de courage. Donc je dirais ça probablement sur un mot, parce qu'en plus on m'a donné 1 minute. Donc du courage. Moi je dirais humain. Ressources humaines, on traite de l'humain, donc il faut faire très attention dans tous les processus d'innovation, et notamment toutes les innovations technologiques. Elles ont une vocation, bien sûr, d'aller chercher de la performance, etc. Mais il faut toujours rester extrêmement vigilant, de rester en prise avec les opérationnels et les équipes et les gens, en fait. Parce que très vite, on peut tomber dans les travers où on a tout digitalisé, mis des outils partout, mais en fait, on ne parle plus avec les gens. Et ces moments d'échange, ils sont fondamentaux dans notre métier. Si j'avais un souhait pour les étudiants RH qui rejoindraient la vie active dans les ressources humaines en 2035, ça serait d'être pleinement, je reprends une expression qu'on utilise souvent dans notre entreprise et particulièrement dans notre équipe, ça serait d'être pleinement agent du changement. Donc si j'avais un conseil, ça ne serait pas seulement d'étudier les concepts théoriques purement ressources humaines, mais ça serait de beaucoup travailler son leadership, la partie un petit peu développement personnel. Parce que effectivement, avec tous ces outils, compte tenu du courage qui a été évoqué, dont vous allez avoir besoin parce que vous allez être acteur et porteur du changement, je pense que dans les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, les étudiants au RH auront besoin d'exercer pleinement leur leadership. Et ça se travaille. Ce n'est pas qu'une question de talent, ça se travaille. Mais pour ça, il faut être curieux. Donc, aller chercher ce leadership pour être acteur du changement. Encore une fois, je leur dis, vous êtes dans les entreprises au carrefour des civilisations. Merci beaucoup à tous les trois. Et il nous reste un petit temps d'échange, si dans le public vous avez des questions. Je vous rappelle les modalités. Donc les personnes qui nous regardent via le live, n'hésitez pas à poser vos questions et quelqu'un prendra la parole pour transmettre vos interrogations. Et sur place, levez la main si vous avez des questions, puis je vous apporte le micro. N'hésitez pas, c'est le moment. J'arrive. Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Merci pour vos présentations, c'était très intéressant. Alors, moi, ce que j'ai compris de vos présentations générales, c'est que vous êtes sur des fonctions, etc. Vous voyez une évolution que je qualifierais un peu de linéaire dans le temps. Et vous avez un horizon qui est 2035. Donc, on est dans 10 ans, ça va très vite, etc. Et moi, j'aurais aimé que vous, personnellement, j'aurais apprécié si vous pouviez parler de l'organisation. Parce qu'en fait, apparemment, c'est un ISO modèle. Moi, personnellement, je suis un fan de tous les nouveaux modèles. Je vais vous faire une conférence sur le sujet, ce n'est pas l'objet. Mais en fait, pour moi, personnellement, je pense qu'il est nécessaire d'engager une réorganisation des organisations, enfin, une transformation des organisations. Je prendrai juste un exemple.
c'est le niveau moyen de connaissance des gens. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y avait un bachelier, fallait bachelier, il y en avait 10-15% dans la population. Aujourd'hui, on est à 83%. Alors tout le monde vous dit, non, le niveau, il est nul, c'est faux. C'est-à-dire qu'on a des populations qui n'ont pas du tout le même niveau. Donc, penser qu'une organisation traditionnelle, hiérarchique, que tout le monde connaît, etc., ça peut perdurer dans le temps. Moi, je ne suis pas du tout convaincu. Moi, je suis convaincu du contraire. En plus, j'ai fait des organisations complètement horizontales, donc, et puis ça marchait super bien. Mais en fait, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant de réfléchir aussi au modèle d'organisation des entreprises? Qui souhaite prendre la parole? Non, peut-être. Merci beaucoup. Oui, alors il y a déjà des initiatives dans ce sens d'organisations qui essayent de faire changer les choses. Donc, j'imagine que vous parliez du système vraiment très pyramidal qu'on a pu avoir qu'on a dans certaines organisations depuis très longtemps. Il y a des choses qui changent, notamment au niveau de la transparence. On va bientôt avoir pas mal de transparence, beaucoup plus de transparence, en tout cas au niveau de rémunération. Donc il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont déjà là, qui ont déjà décidé de donner accès à leurs employés à tout ce type d'informations. Pour d'autres, ça viendra une fois qu'elles sont contraintes par la loi, c'est la manière de fonctionner. Mais oui, une transformation des organisations, du modèle de fonctionnement, c'est des choses qui sont envisageables pour certaines entreprises, mais là encore, ça demande tout un changement dans la manière d'organiser le travail, de prendre des décisions, etc. Et là, du coup, c'est un changement assez important. Je pense pas que ce soit quelque chose qui va se faire. Après, il y a des initiatives qu'on peut mettre en place, des pointes d'initiatives ici et là, mais de transformer complètement un modèle pour l'organisation et pour les collaborateurs, je pense qu'ils sont là. C'est des choses qui sont forcément pas évidentes. Ouais, sur le sujet, alors moi qui viens d'une entreprise historique, historiquement même fonction publique et tout ce qui va avec, nos organisations évoluent quasi en permanence aujourd'hui. L'approche est de plus en plus matricielle, c'est sûr, et de moins en moins pyramidale dans notre mode de fonctionnement. Avec au cœur le business, évidemment, parce que c'est ça l'enjeu de tout le système, c'est les euros. Mais pour autant, la transformation, en fait, là encore, ça rejoint les sujets de la conduite du changement. Mais la transformation, elle va se faire naturellement avec les nouvelles générations, en fait. Puisque les nouvelles générations arrivent avec des aspirations, des façons de travailler qui sont différentes. Il y a 40-50 ans, on disait à un salarié, tu fais ça. Aujourd'hui, on prend un jeune, moi je le vois avec mes apprentis, concrètement, je lui dis, tu fais ça. Pourquoi ? C'est n'importe quoi. Maintenant, ils posent des questions, ils s'intéressent, ils veulent du sens. Où est-ce qu'on va ? Mais concrètement, et donc de fait, je dirais, nos organisations vont devoir évoluer. Vont devoir évoluer pour rester attractives, parce que ce qu'on veut, c'est faire venir des talents. Et que de fait, on doit travailler nos organisations, les modes de fonctionnement, le rythme de travail, etc., etc., etc. Vous dire que ça va se faire vite, à mon échelle, dans mon entreprise, parce que je la connais bien, ça met du temps. Ça met du temps parce que déjà, le fait de dire on va faire du télétravail pour certains, on fait oulala, comment je contrôle ce qu'il fait ? Alors qu'en fait, c'est un faux contrôle. C'est pas parce qu'on voit le collaborateur qu'on contrôle réellement ce qu'il fait. Ce qui compte, c'est de l'engagement. C'est qu'il ait compris pourquoi il est là, quels sont les enjeux derrière les missions qu'on lui confie, etc., etc. Et donc, oui, évoluer, il y aura les évolutions de l'organisation. Mais et je pense que ça va être alimenté en grande partie avec le renouvellement de l'encadrement, des managers, etc., etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un parcours promotionnel et on les sort de chez nous pour que justement ils aillent voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et qu'on leur ouvre l'esprit sur d'autres façons de faire, de voir, de travailler.
Pour ma part, je pense, mais ça a été évoqué, il me semble, que finalement les organisations, elles ont sans cesse changé, et elles changent actuellement, et elles changeront encore. Déjà parce que c'est le business qui veut ça, et que si on veut suivre le rythme, il faut aller vers plus d'agilité. Oui, de fait, les entreprises évoluent de plus en plus vers des organisations plus transversales que purement hiérarchiques à l'ancienne, entre guillemets. Je pense que c'est pas tant la question de la gouvernance et des organisations au sens de structure, parce qu'en fait, de fait, elles testent en fait des organisations, des modes de gouvernance différents. Parfois beaucoup, ça peut être difficile à suivre, mais les entreprises le font. Je pense que pour être vraiment précise, en fait, ce qui nécessite un vrai changement, mais qui va être imposé de fait, c'est plutôt un changement sur la culture managériale. Je pense que c'est surtout là que le changement va opérer. Parce que d'un point de vue gouvernance, bon, ok, c'est un avis qui n'engage que moi, mais on aura toujours besoin d'un ou d'une dirigeante à la tête d'une organisation. S'il n'y a pas de vision partagée, s'il n'y a pas d'objectif transmis, bah en fait, dans ces cas-là, il n'y a pas de sens. Mais c'est peut-être plus au niveau de la culture managériale qu'un changement doit encore un peu s'opérer. Mais comme l'a évoqué mon collègue, qu'on le veuille ou non, ça sera les nouvelles générations qui vont l'imposer. Merci. Une question peut-être sur le live ? Monsieur Brun, je commence par vous. Avec plaisir, faites-vous plaisir, je suis là pour ça. Nous avons déjà une confirmation de vos propos, très important. Un spectateur sur Twitch qui nous confirme que HeyTeam est un excellent dispositif, qu'il utilise soi-même à la SNCF Voyageurs, et c'est un excellent dispositif de pré-onboarding. Et puis il y a une question plus directe pour vous, Monsieur Brun. Avec des outils comme Station C qui digitalisent une grande partie des missions RH, ne pensez-vous pas qu'il existe un risque de diminution de la valeur ajoutée humaine des professionnels RH, notamment dans l'accompagnement et le lien de proximité ? Ça rejoint le sujet de ma conclusion sur l'humain, en fait. Oui, il y a des plans de performance, évidemment, mais comme dans toute entreprise. Et c'est pas lié à la mise en place d'un outil. L'outil, en fait, on revient toujours à la même chose. Hein. L'outil n'est rien sans la main qui le manipule. Et à ce titre, est-ce que Station C, demain, va en gros générer de la productivité ? Parce que c'est ça la question de fond, finalement. C'est pas son objectif premier. Est-ce que de fait, on va avoir une réorientation d'un certain nombre de collaborateurs sur certaines missions, parce qu'en fait, on va avoir de l'automatisation d'un certain nombre de sujets? Oui, c'est évident. Et c'est tout l'intérêt d'outils comme cela. C'est-à-dire qu'en fait, on veut retirer, mais comme HeyTeam, hein, on veut retirer des tâches à faible valeur ajoutée. En gros, quand on dit aux salariés, il faut que je le publie, machin, etc., attends, je vais lire les CV, alors que je peux pousser une offre en disant, ben moi, j'ai besoin de ça, tel profil, et derrière, ça va obligatoirement, ça va les matcher directement sur les profils. Je gagne du temps, en fait. Et je gagne du temps pour faire les entretiens. Je gagne du temps pour faire du contact, là où je passais du temps, par exemple, à lire des CV pendant des heures et des heures et des heures, etc., etc. Donc, oui, il y a des plans de performance dans l'entreprise. Ce n'est pas l'outil qui va spécialement le générer. Pour autant, oui, tout l'intérêt de ces outils-là, aujourd'hui, c'est de virer finalement un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée pour redonner aussi du sens au métier des RH. Merci beaucoup. Et une autre question sur Twitch. Charlène, je pense que ce sera plutôt pour vous. On ressent dans vos interventions un besoin d'innovation plutôt dans les grands groupes. Qu'en est-il des structures à taille humaine ? La même chose, hein, je dirais. Les structures à taille humaine, elles ont les mêmes problématiques hein, que les grands groupes. Vous m'entendez bien ? Oui ? Ok. Donc oui, je pense que toute entreprise aujourd'hui a les mêmes problèmes. Si vous avez une structure de 200 personnes,
le fait d'avoir un apprentissage continu, c'est aussi important que d'être dans un groupe de 10, 20 000 personnes, ou même plus. Alors forcément, les projets ne vont pas avoir la même ampleur. Hein. Évidemment, si vous déployez un projet chez SNCF, ça ne va pas être la même chose que si vous déployez un projet dans une PME, évidemment. Mais les enjeux, pour moi, ils sont les mêmes. Enfin, les collaborateurs qui travaillent au sein de ces entreprises, ils vivent dans le même monde que vivent les autres collaborateurs qui travaillent dans les grands groupes. Donc pour moi, ils font partie de... Enfin, toute entreprise a les mêmes problématiques. Je ne sais pas si vous voulez... J'ajouterais même que pour les PME, l'enjeu de la compétence et d'être pluridisciplinaire, etc., est encore plus prégnant. Nous, on est tellement gros, finalement, qu'on peut avoir des spécialistes de certains sujets. Quand on est sur une PME, ce n'est pas possible. Il faut avoir des connaissances variées sur tout un tas de sujets. Donc je dirais même que le sujet de la compétence et de l'acquisition de compétences, c'est encore plus essentiel pour des petites structures, là où nous, en fait, finalement, on a une machine tellement énorme que ça peut nous permettre en fait, de se dispenser de certaines compétences parce qu'on va se centrer sur un domaine bien précis. Je pense que en fait, les enjeux et le sujet est le même. Enfin, les besoins sont les mêmes. C'est juste que faut pas faire de faut pas faire de complexe. En fait, faut pas se dire parce que on est dans une entreprise à taille humaine, pour pas dire une TPE ou une PME, qu'en fait on n'est pas concerné par ces sujets. Je sais pas, moi, il y a 50 ans. On faisait, ou peut-être plus, ou peut-être moins, je n'ai pas l'échelle précise en termes de durée, mais on faisait les payes manuellement. Bon, aujourd'hui, pour trouver une TPE où la personne en charge de la paye fait ça sur papier libre avec une calculette, voilà. Donc, les TPE et les PME ont suivi en fait, sur cette voie de la digitalisation. Alors, c'est sûr que les grands groupes, peut-être, vont être pionniers. Peut-être. J'en sais rien, c'est une question que je pose. Mais toujours est-il que ces enjeux d'innovation de la fonction RH, de digitalisation des outils, en fait, existent dans toute forme d'entreprise. C'est juste la dimension des projets qui va être différente, de fait. On va devoir prendre une dernière question avant de pouvoir couper le live à 19h30. Je vois que dans la salle, on a encore une question. En tout cas, n'hésitez pas, les personnes présentes ce soir. Les discussions continueront juste après, dans le deuxième temps de cet événement. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je prépare un master spécialisé auprès du CESI. Donc j'avais une question, c'est concernant les compétences. C'était pour savoir avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie et aussi avec les départs qui peuvent avoir à la retraite ou les gens qui changent de métier au sein de l'entreprise. C'est comment on fait pour maintenir justement ces compétences-là et comment on fait aussi pour développer les compétences, on va dire, critiques de vos équipes. Merci. Alors là-dessus, j'ai un avis très tranché. La plus importante des compétences dans les années à venir, en particulier si vous êtes étudiant et que vous vous préparez à la vie active, c'est la capacité d'apprendre. Clairement. Pourquoi ? Parce que, enfin, je veux dire, j'invente rien. Hein, vous prenez n'importe quelle presse qui réfléchit un petit peu. Enfin, je veux dire, c'est des articles que vous trouvez partout. On vit dans un monde aujourd'hui où la technologie évolue extrêmement rapidement. Je veux dire, vous êtes, je ne sais pas quel âge vous avez, mais il y en a dans la salle qui ont appris à gérer des smartphones. On n'a pas appris ça à l'école. Ou maintenant, aujourd'hui, les exécutifs, ils doivent apprendre à gérer leur profil LinkedIn, sans quoi ils ne trouvent pas de travail. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'on n'apprend ni à l'école, ni dans les livres, parce que c'est nouveau. Et en fait, ça va valoir aussi pour les métiers. Donc, la principale des compétences, c'est d'apprendre constamment. Et sans faire de la provocation,
sans faire de la provocation libérale, mais je dirais que il faut prendre la part positive de ce qui se passe sur le marché du travail anglo-saxon. Tout n'est pas bon à prendre, mais tout n'est pas acheté. Qui est que sur le marché du travail anglo-saxon, les collaborateurs sont beaucoup plus prompts à être maîtres de leur destin concernant justement l'apprentissage. Et bon, ça fait partie de la culture un peu américaine. Tu maîtrises ton destin, voilà, etc. Bon, ok, c'est américain. Mais du coup, les collaborateurs sont beaucoup plus incités tout au long de leur vie à suivre des parcours de formation, à faire des certifications, etc., etc. Et ce que vous allez apprendre aujourd'hui au CESI, pardon de le dire, hein, mais dans 10, 15 ans, ça sera plus valable, ou on va dire que ça sera valable en introduction de votre présentation, comme étant, voilà, ça c'était le passé, et aujourd'hui on va parler d'innovation RH. Voilà. Donc vraiment, cette compétence d'apprentissage. Sur le sujet, pour faire simple, on estime qu'aujourd'hui une compétence technique, elle a une durée de vie de l'ordre de 5 ans. 5 ans, c'est rien à l'échelle d'une carrière professionnelle, et qu'au bout de 5 ans, de toute façon, elle est partiellement obsolète, et qu'en gros, il faut la mettre à jour parce que les technologies ont évolué, les organisations ont bougé, enfin, etc., etc. Donc, ce qui fait la différence sur le marché du travail demain et dans les entreprises, bah oui, c'est la capacité à apprendre de nouvelles choses, donc à se remettre en question, donc à s'adapter finalement. Ça, c'est un élément qui me semble clé. Et puis, il y a 2 notions fondamentales. C'est 1, avoir la culture du client, et 2, avoir une culture économique forte. Et ça, c'est les managers de demain. On aura toujours besoin d'experts, d'ultra spécialistes, etc., évidemment. Mais ce qui va primer avant tout, c'est ça, c'est cette capacité à s'adapter, à apprendre, comme tu le disais très justement, et puis surtout d'avoir toujours en fond, dans nos réflexions et notre façon de travailler, 1, le client, 2, le business. Oui, alors je vous rejoins complètement sur tout ce qui a été mentionné. Une chose que nous, on fait beaucoup aussi au sein du studio, c'est de la veille. En fait, quand on travaille, alors autant, moi j'ai travaillé dans pas mal d'organisations auparavant, j'avais jamais fait autant de veille que ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que généralement, on est un peu dans son poste et puis on reste dans son périmètre, dans son entreprise, etc. Et puis, c'est un peu notre quotidien. Et pas forcément de notre faute, hein, c'est aussi parce que y a plein de projets qui s'enchaînent, etc. Et on n'a pas forcément le temps. Cependant, ce qui se passe autour de vous, soit les entreprises, soit aussi, tout à l'heure, je parlais de signaux faibles, ça, c'est hyper intéressant en fait d'essayer de les capter par vous-même et de vous dire, tiens, ces choses-là, comment est-ce que ça pourrait impacter mon entreprise ? Donc, toute cette veille, pas forcément technologique, hein, ça peut être sur des sujets, sur d'autres sujets, mais pour nous, ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, ça représente 20% aujourd'hui de ma charge de travail, c'est de la veille. C'est pas quelque chose que je fais si j'ai le temps. Ça fait partie de mon travail. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment, ça fait partie de notre culture. On doit dédier du temps à cette veille. Et d'ailleurs, on se partage tous ensemble la veille qu'on fait. On s'échange des articles, des initiatives qu'on a pu voir. Et c'est ce qui participe aussi à faire émerger des idées. Donc cette notion-là, pour le futur, elle va devenir de plus en plus importante. Merci beaucoup. On peut remercier tout le monde ce soir. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Un grand merci à Estelle d'avoir animé cette table ronde et à nos intervenants du jour. Pour conclure, bien sûr, la curiosité, évidemment, participer à des événements comme Interférence ou d'autres de ce type ne peut que contribuer à faire de vous de meilleurs professionnels, de futurs professionnels ou de citoyens tout court.
Il en existe de nombreux partout disponibles. Je vous invite fortement à aller voir ce que font les collègues et puis nous-mêmes sur l'ensemble de nos activités. Je vous propose de nous retrouver le mois prochain pour la dernière de ce cycle. Vous pouvez le voir derrière Estelle, le 17 juin. Ce sera sur la ville durable ou intelligente, opposition ou complémentarité, un sujet mené par le département génie civil et puis et BIM de notre école. Soyez nombreux, nous vous accueillerons avec plaisir pour cette dernière date. Merci encore à tous. Les débats vont continuer dans la salle d'à côté où un petit cocktail vous attend. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers l'écran ce soir et à très bientôt. Au revoir.